Bonjour à tous. Pour donner des éléments de contexte, par exemple, Christophe, tu nous présentais la défi comme un marché à 20 milliards. Je ne sais pas quand tu as fait les slides, mais pour vous donner un peu, donner au public l'idée à quel point ça va vite, aujourd'hui, la défi, c'est 50 milliards. Ouais, c'est ce que j'avais en Euh, tête aussi. J'en étais voilà. plutôt vers 44 milliards au début avril, et Marc m'a annoncé encore plus récent à 50 milliards, mais effectivement. Alors, je suis en train de partager mon écran. Est-ce que vous pouvez le voir actuellement? Alors en fait, 20 milliards, c'était uniquement les Oui. plateformes de change, je crois. Donc voilà, la référence sur le marché Ouais. que vous pouvez voir sur mon écran, c'est DeFi Alors, comme tous les indicateurs, il y a des gens qui sont pour et contre, et qu'est-ce qu'on met dans le scope ou pas. Bon, ça, c'est des débats sans fin. On est aux alentours de 50 milliards actuellement. Les Mhm. principales plateformes ont été citées par Christophe, hein, Compound, MakerDAO, Uniswap, qui a été largement abordé, Aave, dont j'ai l'honneur de participer à ma petite échelle au projet et quatrième mondial, puis Curve qui a été cité, SushiSwap, etc. Moi, ce que je propose, c'est que la théorie, c'est bien, l'activité, c'est bien aussi. Donc, qu'est-ce que c'est Aave? Voyons ce que c'est en réalité. Aujourd'hui, c'est un protocole de liquidité. Donc, c'est un protocole qui est décentralisé, qui n'existe que sur la blockchain Ethereum, avec une petite astérix à ça, puisqu'il existe aussi sur la blockchain Polygon. Et c'est ce qu'on verra un tout petit peu plus tard. Mais c'est que sur de la blockchain publique et décentralisée. C'est un ensemble de smart contracts sur cette blockchain et il n'y a pas d'intervention. Hubert a été assez éloquent sur la question. En tant que membre de l'équipe d'AV, de ce qu'on appelle nous, la terminologie, ça va être Genesis Team, je n'ai aucun moyen d'action sur la position de n'importe quel utilisateur d'AV. Donc, si demain vous utilisez AV, même si pour une raison X ou Y, j'ai un grand conflit relationnel avec vous, je ne pourrai rien faire, je ne pourrai pas vous interdire d'utiliser AV, je ne pourrai pas clôturer vos comptes chez AV. D'ailleurs, il n'y a pas de compte chez AV, hein, puisque c'est une relation avec un smart contract directement. Et il y a vraiment cet aspect il n'y a pas d'intervention possible. Et c'est ce qu'on appelle permissionless, donc n'importe qui peut intervenir. Ça a été pas mal soulevé dans les interventions précédentes. Et décentralisé, personne ne peut intervenir directement. Il y a des smart contracts, un ensemble de règles du jeu qui sont définies par le protocole, et ces règles du jeu s'appliquent à tous de manière égale. Donc il n'y a pas de citoyens de catégorie A et de citoyens de catégorie B selon la taille du portefeuille ou selon l'origine ou selon, etc., dans les utilisateurs d'un protocole de finance décentralisé. Que l'on ait 100 dollars ou 10 millions de dollars, on sera traité exactement avec les mêmes règles, les mêmes causes produiront les mêmes conséquences. Et ça, c'est aussi un point qui est important, peut-être différent de ce qui existe dans la finance traditionnelle actuellement. Chacun a sa propre opinion là-dessus. Aujourd'hui, en liquidité déposée sur le protocole AV, on est à 6,2 milliards. Bien sûr, c'est un chiffre qui va évoluer très fortement. Je crois qu'hier, on était à 6 milliards. Il y a 2 jours, on était à 6 milliards et demi. Forcément, ça va évoluer énormément. Si je clique sur Entrer dans l'application, je vais me retrouver confronté au protocole. Là, c'est le protocole sur la blockchain Polygon. Donc, c'est une des versions du protocole. Et en fait, il y a différentes versions, puisque, comme sur tous les marchés, il y a différents acteurs qui ont différents besoins, qui ont différents actifs. Et du coup, ça ne fait pas sens de tout mettre dans un grand sac en commun, mais il y a une segmentation des marchés qui vont répondre. Par exemple, sur le marché le plus important aujourd'hui, l'AVV2 qui a été lancé en décembre de l'année 2020, c'est le plus grand marché, il y a 3,6 milliards de dépôts actuellement. Et va y avoir tout un ensemble d'actifs numériques. Alors moi, je ne parle pas de crypto-monnaie, c'est l'un de mes seuls points d'accord dans la vie avec la Banque de France. Je ne paye pas ma baguette de pain en Bitcoin, donc j'appelle pas ça une monnaie, puisque ça n'a pas vocation de monnaie à mon sens, mais actif numérique, là, ça a beaucoup de sens pour moi. Et du coup, j'utiliserai ce terme de crypto-actif dans ma présentation et dans nos débats. Euh, donc, on peut déposer des actifs qui ont vocation à reproduire les monnaies fiduciaires et dans 99,9% des cas, ça va être le dollar, tout simplement parce que le dollar est roi sur les marchés financiers et la blockchain n'a rien changé à cet état de fait. Et du coup, ces actifs ont vocation à apporter un rendement puisqu'il va être
ils vont être empruntés en étant utilisés comme unité de compte sur de l'emprunt. Alors de l'emprunt avec la distance qu'on peut avoir avec ce terme-là. Et ce qui va être utilisé en dépôt, en collatéral, ça a été vu par Christophe de manière assez éloquente aussi, ça va être des actifs spéculatifs, donc plus à vocation spéculative ou de gouvernance dont la valeur va fluctuer, comme l'Ethereum, le plus grand actif de la blockchain Ethereum, mais aussi l'actif AV, Wi-Fi et tout un tas d'actifs, même une représentation du Bitcoin sur la blockchain Ethereum. Et du coup, comme ces actifs ont plus tendance à être des collatéraux, des dépôts de garantie pour garantir que les emprunts seront remboursés quoi qu'il arrive, dans le cadre d'une surcollatéralisation, eh bien, les rendements sur ces actifs sont historiquement bien plus faibles que sur les actifs qui sont les plus empruntés. Comment fonctionne le calcul des intérêts, de comment le protocole va rémunérer ou pas les apporteurs de liquidités et charger ou non, donc créer ou non une dimension comptable de dette d'un emprunteur vers le protocole. Ça se fait de manière à la fois transparente, auditable et quelque chose qu'on peut définir. Ça a été défini par la Risk Team d'AV et contrôlé par la communauté d'AV. Et donc, bon, il y a des formules, elles sont accessibles. Il y a toute une documentation qui va détailler pour chaque actif quelle va être la liquidité optimale sur un marché par rapport à un volume, etc. Ça, c'est des choses qui existent aussi dans la finance traditionnelle. La blockchain ne va pas révolutionner les choses, mais va les rendre à la fois plus fluides, à la fois plus auditables, puisque là, on sait chaque dollar qu'il y a derrière chaque actif sur chaque paire de devises et rendre l'exécution de ces modèles aussi plus fluide et automatique. Donc voilà, il y a des intérêts stables, des intérêts ce qui serait l'équivalent de taux d'épargne garanti et je ne me souviens plus le terme français pour taux variable, mais du coup, il y a des matrices qui vont se mettre en place et selon l'utilisation d'un actif, on va se retrouver avec des taux d'intérêt plus ou moins élevés avec des formules qui sont définies par actif. Et tout ça peut aller se vérifier sur la blockchain, hein, bien sûr, où on peut aller voir chaque smart contract. Et ça va nous donner un taux de rendement qui se définit par le ratio d'utilisation et tout un tas de facteurs. Tout ça, c'est des choses qui sont transparentes. Pareil sur la partie du risque, puisqu'il y a une surcollatérisation, ça veut dire que ce qu'on appelle en anglais le loan to value, donc le ratio prêt sur valeur ou valeur sur prêt, donc quelle est la taille du dépôt qui va devoir correspondre à la taille possible de liquidité empruntée. Ça se définit également de manière transparente. Et il y a une méthodologie qui est définie dans les smart contracts et qui a été définie par la communauté également, qui va aller regarder des données de smart contract. Est-ce que c'est un smart contract sur cet actif qui est ancien ou pas? Les smart contracts anciens ont réputation d'être un peu plus sûrs parce que s'ils avaient un problème, plus le temps passe, plus il y a des dieux qui auraient pu trouver une vulnérabilité et en profiter. Bien sûr, ce n'est pas une loi absolue, mais ça fait partie de la notation. Est-ce qu'il y a des contreparties sur cet actif? Quel est le risque de marché? Quelle est la volatilité? Et du coup, ça va nous donner des matrices de risque qui sont définies et une quantification de ces risques qui vont donner une notation sur ces actifs. Et ça, c'est des choses qui existent aussi dans la finance traditionnelle. Donc, il y a un peu une auto, puisque c'est défini par la communauté AV, donc les acteurs qui utilisent le protocole AV, il y a des votes là-dessus, etc. Et on en parlera un petit peu plus tard. Il y a un peu une notation, une auto-estimation des risques de chaque actif qui vont définir les paramètres par actif. Et du coup, on arrive sur ces choses-là. Donc, par exemple, Ethereum, qui est l'actif principal, que je ne vois pas ici, mais là, il y a des détails là-dessus, mais sur le risk monitoring, Ethereum, qui est l'actif principal,
de la blockchain Ethereum forcément va avoir une notation assez élevée, à moins dans ce cadre-là, et des actifs un peu plus jeunes, avec plus de volatilité, avec des contrats qui sont peut-être moins audités ou audités par des firmes d'audit moins prestigieuses, vont se retrouver avec des notes de type C, B-, C-, etc. Ce qui va avoir un reflet immédiat sur les paramètres du protocole. Donc, si lorsqu'on dépose un Ether sur AV, on va avoir un ratio pré-valeur à 80%, un ratio de liquidation à 82%, c'est-à-dire si je dépose 100 $ de valeur d'Ethereum sur AV, je peux emprunter jusqu'à 80 $ de valeur d'un autre actif. Bien sûr, on parle de maxima. La plupart des gens ne vont pas jusqu'au maximum, hein, sinon les liquidations arrivent. Ça, c'est le cas pour Ethereum. Un actif qui serait moins bien noté, par exemple le Synthetix, SNX, lui va avoir un ratio pré-valeur de 15% avec une liquidation qui arrive à 40% et des pénalités de liquidation qui sont forcément plus élevées. Donc ça, c'est pour vraiment vous donner des éléments de contexte de comment ça fonctionne, ce type de choses, comment sont évalués les risques, etc. Qui décide de ça? Alors, Victor nous a un petit peu dit qu'il y avait des sociétés derrière toutes ces choses. Je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai, puisque c'est le cas. Par exemple, Uniswap Lab est une structure qui développe le code et déploie le code du protocole Uniswap. Compound Lab fait exactement la même chose avec le protocole Compound. La situation d'AV est un petit peu plus complexe puisqu'il y a différentes structures et la vision d'AV est un petit peu plus décentralisée. Donc, il existe des structures, mais en fait, l'actif de gouvernance est très largement détenu par la communauté globale d'utilisateurs d'AV et très peu par ce qu'on appelle la Genesis Team. Donc, il y a peu d'applications et de possibilités dans la gouvernance de l'équipe d'AV. Et en fait, comment on décide de ça? C'est qu'il y a des votes. C'est-à-dire que AV, le protocole AV a un actif natif qui s'appelle le AV. Il est facilement nommable et facile à reconnaître dans ce contexte. Et si on veut ajouter un actif sur le protocole, eh bien, on demande aux gens qui ont des actifs AV s'ils souhaitent l'ajouter ou pas, et ils peuvent voter oui ou non. Donc, par exemple, on parlait de Sushi tout à l'heure dans la présentation de Christophe, le X-Sushi, qui est une version du token natif de Sushi, il y a une proposition de vote qui a été créée par des auteurs qui sont parmi les créateurs et les développeurs du protocole SushiSwap. Et du coup, des gens ont voté, donc dans ce cadre-là, 55 adresses, et c'est détaillé absolument ce qu'ils veulent faire. Il y a eu un risk assessment qui a été fait par la communauté. Il y a des audits qui ont été faits par la communauté sur la proposition de faire ça. Il y a une quantification du risque qui a été faite. Et du coup, il y a une proposition de paramètres de risque. Comme cet actif est relativement jeune et qu'il a une note B-, on est sur un LTV de 25%, donc bien en dessous d'un actif comme Ethereum par exemple. Mais voilà, tout ça, ça a été mis en place. Et bien sûr, il y a eu un débat public sur l'ajout de cet actif. Donc, il y a des forums de gouvernance. Est-ce que je peux le trouver ici? Non. Ça, c'est l'effet Bonaldi, forcément. Dès que je fais des choses en live, non. Voilà, on le trouve. Il y a eu une participation publique qui s'est passée en décembre 2020, où voilà, Zero X Maki, l'un des créateurs de SushiSwap, et la communauté a discuté de la question. Il y a eu un rapport de risque qui a été publié, etc., etc. Puis un vote. Ce vote a été validé et ça a été ajouté au protocole. Pour vous dire, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'équipe d'AV n'a aucun moyen, de manière unilatérale, d'ajouter ou de retirer un actif sur le protocole d'AV, de définir à la hausse ou à la baisse un protocole de risque sur le protocole d'AV, de dire telle position, il semblerait qu'elle n'est pas intéressante pour nous, donc on va la fermer. On va fermer tel prêt, on va bouger les taux d'intérêt dans un sens ou dans l'autre parce que ça nous intéresse, etc. Ça n'existe pas. Il faut vraiment penser que la finance décentralisée, c'est un spectre.
C'est qu'il y a des choses qui sont plus centralisées que d'autres, des choses qui sont plus décentralisées que d'autres, mais dans l'éthos de la finance décentralisée, les créateurs de ces protocoles ont l'idée, c'est quelque chose auquel je crois personnellement, et étant acteur de cet écosystème depuis des années, je pense que c'est une opinion qui est majoritaire, ont l'idée de créer des biens publics. Alors, public, quand on est en France, forcément, on pense à l'État, mais dans le sens où c'est des biens qui appartiennent à tout le monde et personne, dont les règles sont les mêmes pour tout le monde et personne à la fois, et dont l'intervention est accessible à tous dans les mêmes conditions, où nul individu pourrait avoir plus de pouvoir qu'un autre. Et si vous avez compris cette vision-là et ce déploiement-là, qui ne correspond pas à l'ensemble des protocoles. Il y a des protocoles qui sont plus centralisés que d'autres, mais dans les protocoles les plus connus et les leaders du secteur, entre guillemets, c'est un peu l'éthos global. Vous avez compris une grande partie de la vision de la finance décentralisée. Maintenant, on va prendre 2-3 minutes qui nous restent, parce que j'ai été assez bavard, pour voir comment ça fonctionne dans le cadre. Donc là, j'utilise la blockchain Polygon, qui n'est pas la blockchain Ethereum, qui est une blockchain qu'on appelle une sidechain, donc vraiment une blockchain parallèle, et ça va nous permettre d'avoir des gains, comme on dit, de scalabilité. Christophe nous a dit tout à l'heure, et c'est un état de fait, Ethereum est victime de son succès, c'est un très bon problème à avoir, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui ont envie d'utiliser la blockchain aujourd'hui, qui sont prêts à payer plus cher pour passer devant les autres. Et du coup, il y a ce système d'enchères permanent, puisque le débit est le même pour tout le monde. Et du coup, les prix sont assez élevés pour faire des opérations sur Ethereum. Donc là, j'ai l'équivalent de 100 $ en actif numérique, l'USDC. Qui est l'émetteur de cet actif? C'est Circle, qui est une société régulée aux États-Unis et du coup qui est une société qui est spécialisée. Si vous êtes une institution et que vous envoyez des dollars à Circle, ils vont émettre des actifs numériques USDC et vous les transférez. Et après, libre à vous de les utiliser sur la blockchain. Et ça marchera dans l'autre sens. Si vous leur envoyez un USDC, ils vous émettront, ils vous libéreront à 1 $ vers votre compte en banque. Généralement, ce type d'institution, vaut mieux pas aller les voir pour 1 $ mais il a des sommes un petit peu plus conséquentes. Et donc, je vais déposer 100 $ sur le protocole. Comme j'interagis avec un protocole, je suis dans l'obligation en tant qu'individu. Je ne sais pas si vous voyez mon interface MetaMask là actuellement. Oui, c'est le cas. Oui, oui. Alors, je dois autoriser, c'est une action que je fais, je dis à la blockchain, je donne dans le cadre de 100 $ l'autorisation au protocole d'AV d'intervenir avec mon argent. En fait, la blockchain ne peut pas intervenir, aucun protocole ne peut intervenir unilatéralement sur les fonds des utilisateurs. Sur la blockchain, on est propriétaire de ses actifs. Seulement si on donne notre autorisation, on peut le faire. Là, vous voyez que les frais de transaction sont de 0 $. Ce n'est pas une erreur, c'est que c'est tellement peu cher que ça vaut moins d'un centime. Du coup, l'interface ne prend pas le temps de le faire. Mais il y a eu un coût, il y a un coût. Donc, je fais cette action, j'approuve cette action. Ça va assez vite parce que, voilà, en quelques secondes, ça a été fait. Maintenant, je vais déposer, donc maintenant que j'ai autorisé le contrat d'interagir avec mes fonds, je vais déposer ces fonds sur le smart contract. Donc, je ne les dépose pas à une entité. Je ne les dépose pas à l'équipe d'AV. Je les dépose à un smart contract. Donc, ça reste sur la blockchain. Ce smart contract, personne n'y a accès. Personne n'a accès à ce smart contract. Aucune entité centralisée n'a accès à ce smart contract, si ce n'est dans les cadres du règle du jeu défini par le smart contract, c'est-à-dire on est un déposant, on est un emprunteur, etc. Donc le dépôt a été effectué, et maintenant je me retrouve avec ce dépôt de 100 USDC qui m'apporte une rémunération très forte actuellement. C'est des taux qui, bien sûr, ne resteront pas sur le long terme, puisque ce marché sur la blockchain Polygon, donc solution de scalabilité, a moins de 10 jours. Donc aujourd'hui, on est sur une création de marché, donc forcément, c'est un peu élevé. Historiquement, les rendements sur les stablecoins sont entre 8 et 12%, ce qui est déjà très élevé, mais qui se comprend dans le contexte où, en fait, les emprunteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, sont des gens qui vont faire des opérations avec cette liquidité et du coup sont prêts entre guillemets à payer. Et là, ce qu'on voit en direct, c'est que j'ai déjà un petit peu plus que 100 $, enfin 100 équivalents dollars en actifs numériques, et chaque seconde qui passe, je perçois mes intérêts. Et
ce que l'on voit à l'écran, c'est une réalité qui existe sur la blockchain et que je peux retirer à tout moment. Il n'y a aucun lock-up, donc aucun moment où je suis bloqué sur cette position. Et donc, si je souhaite retirer ce montant, je peux le faire. Ça va me coûter aussi beaucoup moins d'$1. Donc, on prendra le temps de vérifier combien ça coûte. L'opération est faite. Et si je veux redéposer, bien sûr, hein, on voit que je peux déposer un tout petit peu plus que $100, puisqu'il y a des intérêts qui ont été cumulés et payés immédiatement, payés chaque seconde. Voilà un peu sur la présentation en général d'AV. Du côté des emprunts, on aurait pu voir, hein, mais pareil, hein, ça se fait en quelques secondes. On va me définir un score de sortie de mon emprunt. Bien sûr, plus je me rapproche de mon prêt sur valeur maximum, qui dans ce cas-là est à 75%, plus le score de sortie de mon emprunt va être élevé. Bien sûr, on peut être plus ou moins risqué. Chaque individu décide choses. On va me présenter un taux qui est défini par le protocole, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et si j'emprunte, bah, c'est la même chose, hein, j'approuve, je fais l'action d'emprunter, c'est fait en quelques secondes, ça me coûte moins d'1 centime de le faire. Et c'est opérable immédiatement. Si je veux rembourser, c'est la même chose, je rembourse et c'est fait dans l'immédiat. Voilà un petit peu sur la présentation d'AV, comment ça fonctionne dans le concret. Sur Merci les, beaucoup. Sur les, Vas-y. sur les réactions par rapport à ce qui a été dit, c'est vraiment, j'aimerais faire porter cette question que le contrôle de ce type de protocole n'est pas, dans les cas où le protocole est décentralisé et réellement décentralisé, comme je l'ai dit, c'est un spectre, c'est-à-dire il y a tout un tas d'acteurs qui diffèrent, euh, n'est pas entre les mains des équipes. Ça, c'est une première chose qui est importante. La deuxième chose, c'est qui peut intervenir. Là, dans ce que je vous ai montré, ce sont les protocoles publics, donc qu'on appelle permissionless, sans permission, et décentralisés. Donc sur une blockchain publique qui est auditable et vérifiable par tous. Euh, Ce qu'il faut comprendre, et là où l'écosystème se dirige, c'est que ça c'est très bien, mais si je suis une institution, je suis peut-être pas dans ma zone de confort, pour dire les choses comme ça, pour intervenir et emprunter si tout à chacun, et potentiellement ce que les anglo-saxons appellent les bad guys, peut avoir déposé des liquidités. Peut-être que j'ai un service de compliance qui va me dire je suis pas vraiment sûr de ce que tu es en train de faire, mon ami. Donc, là où se porte l'écosystème, et c'est une dynamique qu'on observe dans la plupart des protocoles majeurs, c'est que la communauté se dit, on n'est pas prêt à laisser tomber la partie permissionless, parce que traiter tout le monde de manière neutre, c'est quelque chose qui est important par rapport à l'ethos. Par contre, il y a une question qui est extrêmement importante, c'est que il existe différents marchés parce qu'il existe différents acteurs qui ont différents besoins. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, il existe là actuellement 4 différents marchés d'AV selon les types de collatéraux qu'on va avoir et selon la blockchain sur laquelle on va être. Rien n'empêche qu'il y ait un autre marché AV, qu'on pourrait appeler par exemple AV Pro ou AV pour institution, qui serait décentralisé, donc la même technologie, mais par contre à permission. C'est-à-dire qu'il y aurait un système de liste noire ou de liste blanche. Et pour pouvoir interagir, c'est-à-dire déposer, c'est-à-dire emprunter, c'est-à-dire liquider des positions, c'est-à-dire ajouter ou pas des actifs, il faudra s'assurer d'avoir été en conformité avec toute une liste de critères. Et peut-être que ce marché, il sera défini sur le territoire français, le territoire européen. Peut-être qu'il y aura un autre marché sur les territoires asiatiques. Peut-être qu'il y aura un marché avec un MVP, comment dire en français, avec une compliance, une conformité minimum acceptable des institutions, qui peut-être sera inacceptable pour certaines, du coup, qui sera accessible à tous les territoires en même temps, mis à part certains territoires qui posent problème pour des raisons évidentes. Et ça reste des plateformes décentralisées, mais c'est des plateformes à permission. Et en fait, l'innovation qu'il faut anticiper, si on est régulateur ou si on est un acteur de la finance traditionnelle, c'est pas de se dire la défi, ça va arriver. La défi, c'est déjà arrivé, les amis.
Ça représente 50 milliards, ça représentera probablement 10 fois plus avant la fin de l'année. Quand j'ai rencontré Hubert et Victor au début de l'année 2020, c'était 3 millions de dollars de dépôt. Aujourd'hui, on est à 6 milliards, 6 milliards 2. La défi, c'était 600 millions de dollars et aujourd'hui, bah, c'est 50 milliards. Donc, la vitesse à laquelle ça va, c'est pas prêt de s'arrêter. La preuve de marché a déjà été faite, donc la défi, c'est déjà là. Et maintenant arrive la défi pour les institutions. Une défi qui permet de la conformité, ou en tout cas qui donne des pistes ou comment concilier la compliance et cette nouvelle technologie. Comment on prépare ça? Comment on anticipe ça? Et je pense que c'est un sujet de débat qui est intéressant. Merci beaucoup, Marc, pour ta présentation. Je vois une question là dans le chat qui est comment AAV gagne sa vie? Alors, le protocole AV gagne sa vie, le protocole, donc gagne sa vie en fait en prélevant ce qu'on appelle un reserve factor. C'est-à-dire que quand AV, c'est un protocole de liquidité. Donc quand on apporte de la liquidité, souvent il y a un adage qui est assez juste, c'est que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et effectivement, lorsqu'on apporte de la liquidité sur AV, on va toucher un revenu, si cette liquidité est utilisée. En tout cas, on va toucher un taux d'intérêt. Et ça, il n'y a aucun frais lié là-dessus. On l'a vu ensemble. J'ai déposé, j'ai touché quelques microcentimes d'intérêt, puisque en quelques secondes, on ne va pas non plus. Voilà. Et j'ai retiré, il n'y a pas eu de frais du tout. Par contre, lorsqu'on emprunte, une partie des intérêts versés seront collectés par un smart contract, qu'on appelle le fee collector. Et ce smart contract est à la disposition des gens qui ont du token AV pour, par exemple, définir, développer de nouvelles choses, créer des nouveaux produits, etc. Mais ces fonds ne sont pas accessibles à une entité en particulier. Si on veut utiliser ces fonds, il faudra avoir un vote de manière décentralisée et l'établissement de budget de manière décentralisée. Et ça peut aussi passer par des smart contracts. En fait, il y a des smart contracts qui sont spécialisés. On peut avoir un vote de dire il y aura définition de tel budget vers tel acteur, et ce smart contract, toutes les secondes, va distribuer une partie de ce budget sur la période donnée. Et bien sûr, la gouvernance, si on se rend compte que la personne qu'on a désignée pour réaliser telle action ne donne pas en pleine sa activation, peut voter et dire on coupe le robinet. Alors bien sûr, les fonds déjà versés sont perdus, hein, enfin en tout cas sont déjà versés, mais par contre on peut couper le robinet. Et ça, on peut le faire de manière complètement décentralisée et verser ces choses-là avec des actifs à vocation à représentation de monnaie fiduciaire tels que l'USDC qui sont en conformité, puisque Circle, c'est une entité qui est aux États-Unis et qui est régulée. Donc ça, c'est des choses qui peuvent déjà arriver aujourd'hui et qui arrivent déjà aujourd'hui dans les faits. Et l'autre question de comment l'AV Genesis Team gagne sa vie, la réponse est avec le protocole AV, zéro. Et la réponse est claire. Zéro et a priori jamais rien avec le protocole AV. Par contre, la Genesis Team est assez experte, en tout cas connaît bien le protocole AV et a vocation sur certaines de ces entités, notamment ça avait été cité par Victor tout à l'heure, qui a obtenu une licence IMI avec le régulateur du Royaume-Uni, a vocation à créer des services qui seront régulés, qui seront en conformité autour du protocole AV, afin de permettre à des gens d'accéder à la technologie AV, mais bien sûr, ce sera comme n'importe quel autre acteur. Et si d'autres gens que la AVG System veulent faire le même service par rapport au protocole AV, eh bien, il n'y aura aucun traitement de faveur particulier avec l'AVG System. Et ça, c'est aussi important et c'est quelque chose qui est commun dans les protocoles de la finance décentralisée. Uniswap a à peu près les mêmes plans et Compound a à peu près les mêmes plans, c'est-à-dire être expert sur une technologie et proposer des solutions par rapport à cette technologie. C'est des choses qui existent dans le milieu du code open source depuis que les ordinateurs existent, quasiment. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Linux, etc., c'est des business models qui sont assez communs. Merci pour cette précision je sais que j'avais eu pas mal de questions sur le sujet, donc tu y réponds très bien.
Je vous propose qu'on commence notre table ronde. On avait pas mal de questions, notamment sur le principe de la communauté. Qui est la communauté? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de collusion, de concentration de quelques acteurs qui prendraient en fait le contrôle? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui as un peu d'expérience dans le domaine. Alors, plusieurs choses. Allez, on a beaucoup de chance, c'est que on a fait, enfin, la Genesis Team a créé le protocole et a déployé les actifs de gouvernance il y a une éternité dans le monde de la finance décentralisée, puisque c'est en 2017, et quelques années dans le monde de la blockchain, c'est l'équivalent de plusieurs décennies dans d'autres mondes. Et du coup, comme ces tokens de gouvernance ont été distribués il y a plusieurs années, la répartition de ces actifs dans les différents acteurs du marché est assez peu concentrée. C'est-à-dire, il y a très peu d'acteurs qui se retrouvent avec un pourcentage à deux chiffres, même il y en a quasiment aucun, qui se retrouvent avec un pourcentage de concentration de pouvoir de vote à deux chiffres sur cet actif. AV n'a pas eu recours à des financements de type traditionnel, de type VC, jusqu'à très récemment dans son existence. Donc, il n'y a pas non plus de fonds d'investissement avec beaucoup d'actifs qui pourraient faire ça. Mais ça, c'est quelque chose qui peut exister des protocoles de finance décentralisés, notamment Compound, qui a bénéficié d'investissements Compound Lab, d'investissements plus traditionnels, de fonds de type VC. Eux, ils ont cette démarche de dire décentralisation progressive. On sait qu'actuellement, il y a des acteurs qui sont assez importants, assez forts dans les choses, dans le contrôle des choses, mais on a vraiment cette vision DeFi, et nous, bah, peut-être qu'on ne peut pas y arriver à 100% dans le court terme, mais on va tout faire en sorte, on va faire en sorte que ce soit possible dans le court terme, et puis au fur et à mesure du temps, ces acteurs perdront de l'importance, puisqu'il y a l'émission de nouveaux actifs aux utilisateurs du protocole Compound, c'est ce qu'on appelle le liquidity mining, vous avez probablement entendu parler de ça à un moment ou à un autre. Et du coup, les utilisateurs du protocole vont avoir une part de plus en plus importante du contrôle de ces protocoles, ce qui va amener à des situations où, en fait, il n'y a pas de volonté, à mon sens, en tant qu'acteur de l'écosystème, d'avoir le contrôle. C'est-à-dire que plus les choses sont décentralisées, plus elles sont robustes. Puisque la blockchain, c'est aussi, et la décentralisation, c'est aussi la résilience. Et se dire que personne n'a le contrôle, ça veut dire aussi que personne n'a le contrôle sur le bouton stop parce qu'il n'y a pas de bouton stop et il n'y a pas de moyen d'appuyer, de créer ce bouton stop. Et ça, c'est des questions qui sont assez importantes. Je ne sais pas si tu as les questions du chat, mais quelle bonne raison ai-je de faire davantage confiance à un smart contract plutôt qu'à un contrat avec un tiers régulé soumis au contrôle des tribunaux? Alors ça, si Hubert est toujours là, j'aimerais bien faire un petit peu de polémique. Comme ça, c'est bien dans une table ronde d'avoir des Je suis avis là. qui sont un petit peu, voilà. Moi, je dirais, et bien sûr, à vocation, c'est pas tout à fait à mon opinion, mais c'est pour provoquer le débat, que la régulation, c'est fait pour réguler les humains. Puisque souvent, les humains sont à l'origine des actes qui sont à réguler, en tout cas à protéger. Puisque le but du jeu du régulateur, c'est de protéger l'investisseur, enfin, c'est de protéger les utilisateurs. Parce que, bah, voilà, ça me semble assez clair, en tout cas d'une vision naïve et extérieure. Euh, Lorsque on est dans un système où déjà il n'y a pas d'intermédiaire et qu'il n'y a pas de possibilité, parce que les règles du jeu définies par le smart contract ne peuvent pas donner lieu à une action qui serait malveillante par rapport à un utilisateur, quel est le rôle du régulateur? Et quel est le champ d'action et la nature de la mission? Alors, Je 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 sais pas si c'est, je veux dire Bien les choses sûr, c'est de pour mon côté provoquer le peut-être un débat, peu hein. différemment, mais pas On pourra forcément. aller plus loin, hein. Euh, En fait, en fait, la réglementation, elle est là pour deux choses dans le monde de la finance. Euh, Protéger les investisseurs, on appelle aussi les consommateurs, mais pas que, parce que ça peut être aussi des professionnels. Donc, il faut aussi protéger les professionnels. Et puis, l'intégrité du marché. C'est traditionnellement les deux fondements de la régulation. Ce qui n'empêche pas des acteurs de se retrouver devant les tribunaux. Autrement dit,
c'est pas parce que j'ai un superviseur bancaire financier que j'ai des acteurs qui vont avoir des différends et qui vont les régler devant les tribunaux. Dans le cas de la finance décentralisée, si l'on considère que les protocoles sont neutres, puisque justement ils n'interagissent pas entre les acteurs, c'est toute proportion gardée, mais l'exemple n'est pas bon, mais c'est celui que j'ai en tête. C'est comme s'il y avait un accident de voiture entre deux voitures. C'est d'abord la faute c'est la faute du conducteur et pas la faute du conducteur. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des différends entre deux acteurs, deux investisseurs dans le monde de la DeFi, ils traiteront leurs différends entre eux. Ils vont pas dire c'est la faute à AV ou je sais pas qui. En tout cas, pas naturellement, dès lors qu'il s'agit d'une responsabilité liée à la transaction. L'exemple que j'ai pris sur la voiture n'est pas forcément très bon parce qu'il peut y avoir des problèmes par ailleurs. Mais enfin bon. Mais si je passe de côté cette responsabilité civile, qu'on appelle en droit, donc la responsabilité liée au contrat, qui elle, nonobstant la DeFi, peut toujours faire l'objet d'un recours devant les tribunaux. Je ne vois pas en quoi le fait qu'on soit en DeFi empêche deux acteurs de se retrouver devant les tribunaux pour une question de responsabilité civile. Donc si pour moi, ça ne change pas grand-chose de ce point de vue-là. Je ne dis pas que c'est plus simple, mais je ne vois pas pourquoi ça changerait. Par contre, le fait de ne pas avoir de régulateur, en tous les cas aujourd'hui, conduit à ce que ce marché, eh bien, il n'y a pas un tiers qui, en tant que régulateur, intervient comme, non pas, même pas tiers de confiance, mais puisque l'État est plus qu'un tiers de confiance. Je mets le régulateur, je mets le même mot pour moi, État et régulateur. C'est une fonction finalement souveraine, hein, celle de la régulation. Et donc, cette fonction régalienne, souveraine, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, donc on n'a plus de protection des investisseurs et de l'intégrité du marché. Alors, l'intégrité du marché, là, comment dire, il est trop tôt, mais on voit des éléments, des études considérant qu'il y a moins de possibilités de manipulation, voire pas de possibilité de manipulation dans la finance décentralisée. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée, puisque dès lors que, enfin, ne serait-ce que si cette possibilité était très faible, elle justifierait quand même d'avoir une protection du marché lui-même. Quant à la protection des investisseurs eux-mêmes, que la réglementation comment dire, leur impose, c'est-à-dire que même un investisseur professionnel, il est quand même aujourd'hui protégé par la réglementation, même s'il dit j'en veux pas, il est quand même protégé par cette réglementation. Mais là, il n'y en a pas. Donc, c'est un changement total de paradigme. Et donc, c'est vrai que c'est à ce stade très déroutant de se dire est-ce que le protocole seul permet d'assumer les fonctions de protection de l'intégrité du marché et de protection des acteurs, en dehors de la question de la responsabilité civile. Pour un juriste, la réponse est plutôt non. Hein. La réponse est plutôt non. Mais voilà, on en débat. Si je peux intervenir, Christophe, Oui, bien sûr. parce que c'est moi qui ai posé la question, mais je vais peut-être la reposer de façon plus simple. Parce que j'ai été très intéressé par toutes les présentations. Alors, grosso modo, si je veux caricaturer, le message, c'est la finance décentralisée est là et les régulateurs vont disparaître parce qu'ils ne savent pas s'adapter. Bon, à Le but du voir. jeu, c'est de provoquer le débat, hein, bien sûr, Voilà. hein, plus loin ensemble. Mais moi, en fait, la question, il y a plusieurs questions, plusieurs points sur lesquels je voudrais réagir, mais pour l'instant, je réagis sur celle-là. C'est à un moment dans la présentation de Marc, il y a eu un point très intéressant où Marc, vous avez dit les smart contracts les plus anciens sont réputés les plus sûrs. Parce qu'effectivement, il y a plus de gens qui ont pu regarder, donc il y aura plus de probabilité que les failles aient été détectées, et donc s'ils ont survécu un certain temps, ils seront plus sûrs. Donc c'est une vision intéressante qui est tout à fait effectivement dans la logique de cette entre guillemets gouvernance. C'est un peu un système darwinien, et à la fin, le smart contract, s'il a survécu, il est plus sûr. Bon.
moi, je suis Madame Michu. Alors là, cette fois-ci, je cite Hubert de Vauplane, hein, qui dit à un moment, oui, tout ça, c'est pas pour Madame Michu. Bon, ben, moi, je suis désolé, je suis Madame Michu. J'arrive et j'ai un système où on me dit, bah voilà, c'est sécurisé parce que moi, AV, ou quel que soit l'acteur, j'ai pas la main sur ce qui se passe. Et tout ça est sécurisé par des smart contracts. Et puis la phrase d'après, on me dit, mais les smart contracts, ben, essayez de faire le bon choix parce qu'il y en a qui sont sûrs et puis d'autres qui le sont peut-être moins, il y a peut-être des failles dedans. Donc j'ai un système qui me propose ça. Et puis de l'autre côté, j'ai un système plus traditionnel qui me propose des contrats classiques il me semble que dans le Code civil, il y a marqué que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Donc quelque part, il y a quand même un objectif du contrat. Il n'y a pas simplement un code qui me dit, voilà, je fais telle et telle opération. Il y a une finalité du contrat. Et tout ça est régi, sans même parler de l'autorité de contrôle et des régulateurs, c'est quand même soumis par un droit et par un arbitre. Euh, Qu'est-ce qui est le plus sûr? Je ne suis pas complètement persuadé par votre argumentation. C'est pas forcément sûr d'aller dans un système où, d'accord, il n'y a plus personne devant moi, mais j'ai des smart contracts dont même si je suis, ce que je comprends, c'est même si je suis quelqu'un de très performant et je ne le suis pas, je suis très performant et que j'ai une infinité de temps devant moi, je ne suis pas certain d'être capable de détecter toutes les failles du smart contract. Donc je challenge un peu disons, Le challenge. l'argument de base. Bah, C'est-à-dire que Je parce vais qu'il n'y a être. plus de gens Une derrière et que seconde. des machines, c'est plus sûr. Non, mais avant de laisser la parole aux experts, à mon tour d'être un peu provocateur, j'allais dire que ces dernières années, comment dire, il y a eu beaucoup de scandales financiers pour lesquels les régulateurs n'ont pas forcément, je ne vise pas la CPR, hein, enfin, ont montré leurs limites. Donc attention à cet argument. Je mettrais plutôt un argument de dire, moi c'est vraiment le juriste là, pour le coup, qui parle, je ne sais pas si je peux totalement faire confiance en termes de régulation à un protocole. Voilà, en posant la question, pour moi, la réponse est plutôt non d'ailleurs. J'aime bien avoir un tiers, qu'on l'appelle État ou qu'on l'appelle Oracle. Je trouve qu'un tiers a toujours ce rôle, comment dire, d'être une partie non intégrante du différent ou même si c'est pas différent, en tous les cas du sujet. Bon, mais autant il peut y avoir des failles dans la technologie et dans les protocoles, autant le passé a montré des failles dans la régulation aussi, hein. Donc c'est un argument qu'on peut mettre dans les deux sens. Mais je suis entièrement provocateur, hein. Alors, on a eu le droit à la thèse et à l'antithèse. Je vous propose un petit peu de synthèse, puisque voilà, les meilleures tables rondes sont celles qui sont un petit peu plus là où on confronte un petit peu les idées. Il y a plusieurs points qui sont importants. La première chose, c'est que, de mon point de vue d'acteur de l'écosystème, la volonté de ces protocoles de finance décentralisée, c'est d'être ce qu'on appelle des financial middleware. Donc vraiment, ces interfaces d'apport ou d'utilisation de l'utilité, mais pas forcément d'être des choses que les gens vont directement utiliser. On avait notre très célèbre Madame Michu, euh, qui peut-être serait un peu désemparée d'utiliser AV. Le but du jeu, et je pense que l'avenir, c'est qu'en 2022, 99% des utilisateurs d'AV n'utilisent pas le site AV. Et d'ailleurs, le site AV, ce qu'on appelle un front-end de manière technique, donc un point d'accès au protocole, ce n'est qu'une convenience. C'est une solution de confort parce qu'on n'est pas tous développeurs et on ne va pas tous interagir directement avec un nœud Ethereum en ligne de code, même si on peut le faire à 100% pour accéder au protocole d'AV. Certains d'entre nous préfèrent, et on le comprend assez simplement, utiliser un site internet et cliquer sur des boutons. Et ça, on peut le faire chez AV, mais déjà aujourd'hui, la majeure partie des volumes sur le protocole AV ne viennent pas du site AV, viennent d'autres protocoles qui vont aller déposer sur AV. Donc on a cité Curve, par exemple, la majeure partie des stablecoins du marché AVV2 viennent du protocole Curve.finance et Yearn.finance, c'est de cette source-là. Donc des gens qui vont aller déposer là-bas, et en fait le protocole va aller déposer sur AV. La majeure partie du volume des flash loans qu'on n'aura pas le temps d'aborder, parce que c'est assez technique et un peu complexe, vient ça a été cité par Christophe, du protocole DeFi Saver. C'est des gens qui font du trading, souvent à effet de levier,
qui vont utiliser la liquidité sur AV et donc des flash loans pour créer, entrer ou sortir de leur position. Ça, c'est des choses, en fait, aujourd'hui, il y a 200 points d'entrée qui existent vers le protocole d'AV. Le site AV.com n'est que l'un d'eux. Et en fait, si on va un petit peu plus loin et pour se réconcilier avec la régulation, c'est que je pense que 99,9% des utilisateurs dès l'année prochaine ou dès cette année vont interagir avec AV par le biais de FinTech, par le biais de néobanques qui vont s'ouvrir à des choses, à des défis, des acteurs qui sont régulés, des acteurs qui font du KYC, des acteurs qui font de l'origine de fonds et qui vont dire si vous voulez accéder à ce type de service, nous on vous le repackage. Bien sûr, on prend notre commission parce qu'il faut bien qu'on gagne notre vie. Et en fait, on va prendre vos fonds, on va les déposer en votre nom sur AV, par contre, ou un autre protocole. Et inversement, on peut retirer vos fonds et les envoyer vers vous là-dessus. Et je pense que l'usage, ça va être comme ça. Aujourd'hui, sur Internet, on peut très bien faire tourner son propre serveur mail. Et du coup, envoyer n'importe quel type de mail avec n'importe quel type de contenu, etc. Qu'il soit légal ou illégal. 99,9% des gens ont une adresse Gmail, Outlook, La Poste, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de faire comme ça. C'est pas parce qu'il y a des solutions directes que ça va être les solutions par la majorité des gens. Et là où le régulateur a un rôle, c'est de dire, si on interagit avec des choses blockchain, il va falloir cocher des cases et être en conformité. Et en France, on n'est pas si mal là-dessus d'ailleurs, puisque on peut être un prestataire de services en actifs numériques. Il y a une règlement qui existe, il y a eu la loi Pacte. Moi, je ne suis pas du tout juriste, donc j'ai des visions un peu larges et peu précises sur ces questions-là, mais j'imagine que peut y avoir une régulation de ces acteurs qui vont servir de passerelle vers les protocoles qui sont neutres et décentralisés et permissionless de la DeFi. Et pour être un de ces acteurs, il faudra remplir un certain nombre de cases. Et là, le régulateur a toute sa place. Et là, on va pouvoir protéger 99,9% des utilisateurs. Parce que de toute façon, le 0,001%, a priori, c'est ce qu'il fait. Merci. C'est donc le retour de l'intermédiation. La technologie, en fait, ce qui est important, c'est que la décentralisation et la désintermédiation, elles soient au niveau de la technologie et au niveau du protocole. Après, qu'il y ait des services qui se construisent au-dessus, c'est la nature humaine. C'est-à-dire que n'importe qui peut accéder à tout un tas de choses dans tout un tas d'industries de manière directe. Mais voilà, moi je peux très bien aller faire mes courses que chez des producteurs, mais je vais au supermarché. Est-ce que je paye plus cher pour des produits moins bien? Très probablement, mais je paye aussi autre chose en allant au supermarché. J'ai eu une question en privé, je ne peux pas y répondre. Que penses-tu d'Autofarm qui propose des rendements 2 fois supérieurs à ceux de AV grâce aux intérêts composés? Alors les Tu connais intérêts sont... Autofarm? Oui, je connais Autofarm, mais ce que je recommande Autofarm, c'est un produit plus jeune que AV, moins audité au niveau des smart contracts. Après, ils font du copier-coller de code. C'est sur la blockchain Binance, donc BSC. Est-ce que je recommande ou pas? Le conseil en investissement, c'est pas mon métier, hein. Moi, j'écris des lignes de code, hein. À César, voilà, chacun son métier. Mais voilà, ça existe. Euh, je reconnais l'existence de ce produit et je reconnais que ce produit a des utilisateurs. Euh, Quid de MetaMask, la responsabilité en cas de hack du wallet? Bon, sur MetaMask, je pense qu'on a on a un peu d'historique quand même. Ah, disons que il y a des choses qui sont importantes, hein. Ça va être mon point de vue. Et, peut-être que Hubert est bien plus précis là-dessus. Mais si je laisse les clés de ma maison avec marqué mon adresse à la terrasse d'un café, bon, les cafés, c'est ce qui existait avant la pandémie, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez en France, mais et que quelqu'un prend ses clés, va chez moi et cambriole tout mon appartement, je lui ai donné le pouvoir de le faire de manière indirecte. Ça ne veut pas dire que cette action est légale. Parce qu'a priori, même si on a les clés, on n'a pas le droit de cambrioler. C'est la même question, hein, sur les wallets, hein. Si on a mal sécurisé sa clé privée, ça ne veut pas dire que quelqu'un a le droit de venir vider le compte. C'est juste que ça devient possible. Euh,
J'avais une question qui porte sur les services de prêt rémunérés proposés par certaines plateformes DeFi. Pourquoi cette activité ou comment est-ce qu'elle peut échapper à la réglementation applicable au monopole bancaire? Je pense qu'on y a un petit peu répondu. On est en fait dans la finance décentralisée, on est justement soumis à aucune réglementation puisqu'on est quelque part situé. D'abord, on n'est pas une entité morale et on est situé dans aucun pays. Donc, pour le coup, oui, on échappe à la réglementation du monopole bancaire. Et moi, je pense pas que ce soit une volonté des acteurs de l'écosystème. Non, C'est un état de fait, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une hostilité des acteurs de l'écosystème à la réglementation. Loin de là. Christophe, Oui, si c'est tu veux. exactement ce que je disais aussi, hein, loin de là. C'est moi, nos clients avec Victor, ils cherchent à être conformes à la réglementation. Simplement, elle ne s'applique pas. Enfin voilà, elle n'a pas été écrite pour. Je pense Christophe? que la CPR oui. voulait intervenir. Oui, juste pour rebondir sur les questions de prêt et aussi sur les questions d'assurance, donc sur les cas d'usage de la finance décentralisée. Et pour rebondir sur une remarque d'Hubert qui a dit à un moment, bah, ça couvre tout, ça couvre tous les produits. On a vu bah, dans ta présentation les cas de prêt et les cas d'assurance. Alors sur les prêts, d'ailleurs Marc Zeller l'a dit, enfin, quand on voit les taux d'intérêt, c'est pas des prêts pour financer l'ensemble de l'économie. Quand on regarde les fonctionnements avec les méthodes de surcollatéralisation des prêts, moi, la remarque que je me fais, tout à fait naïve, c'est que on est sur des systèmes de prêts qui sont finalement économiquement beaucoup moins efficaces que le prêt bancaire classique. Et de la même façon en assurance, ça c'est une question, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris, mais s'il faut avoir l'exact montant des primes pour couvrir la totalité des sinistres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme de réassurance, de partage de risques, de remutualisation, etc. Parce qu'en fait, on impose des systèmes de mutualisation très, très stricts. Là aussi, ma réaction spontanée, c'est de dire, mais finalement, on est en train d'inventer un système qui est beaucoup plus contraignant et donc moins souple et moins performant qu'un système d'assurance classique. Je laisse de côté l'aspect smart contract, Oracle, automaticité, etc. Je parle vraiment du fond de l'opération de prêt ou de l'opération d'assurance. Donc là, est-ce qu'on est... et évidemment, là, je parle des prêts qui ne sont pas des prêts de court terme, qui sont effectivement les questions qu'on voit dans le marché financier, où effectivement, il y a les mêmes systèmes de collatéralisation parce qu'on veut de la sécurité à court terme. Mais donc, sur ces grands pans de la finance plus pour particuliers, est-ce que la finance décentralisée a déjà anticipé les faiblesses de ces systèmes-là et est déjà en train d'envisager la suite pour, entre guillemets, faire une véritable concurrence efficace au système classique? Alors, il y a plusieurs réponses. La première chose, c'est que, bon, c'est aussi pour provoquer le débat, hein. Certains diront que c'est moins efficace, d'autres diront que c'est plus sûr. Puisque bah, s'il y a pas de réserve fractionnaire et d'effet de levier de chiffres, bah, il y a peut-être moins de conséquences sur de la volatilité et moins de black swan. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, dans les faits, quand on regarde la volatilité du marché des cryptoactifs, on se dit que bon, euh, voilà, chacun tirera ses propres conclusions. La deuxième chose, c'est que sur le système des, il y a plusieurs choses qui arrivent sur le marché. Euh, la première chose, ça va être les actions que nous, on appelle la credit delegation. C'est-à-dire que sur les smart contracts, n'importe qui peut déléguer une ligne de crédit à un tiers. C'est-à-dire que si je suis une institution ou un acteur ou n'importe qui en fait qui détient un certain nombre de collatérales sur une plateforme DeFi, et notamment AV dans ce cadre-là, mais que je n'ai pas vocation à prendre disposition de la liquidité qui me serait disponible du fait de mon collatéral,
parce que simplement je cherche à obtenir des intérêts qui sont versés en tant qu'apporteur de liquidité, je peux déléguer ce pouvoir d'emprunt, entre guillemets, à un tiers euh, par rapport à des relations contractuelles. Et en fait, je peux faire des relations contractuelles. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est fondamentale pour moi et que j'aimerais qu'il soit partagé aujourd'hui, c'est que la finance décentralisée n'est pas là pour concurrencer la finance traditionnelle. Bien au contraire, c'est une alternative qui existe, c'est un supplément qui existe, c'est une autre dimension qui existe, mais je vois plus d'opportunités de synergie que de compétition. Alors, ça, chacun tirera ses conclusions personnelles. Mais moi, je pense que, en tout cas, avoir des marchés de liquidité où on peut accéder à de la liquidité de manière assez simple, assez rapide, à des conditions qui sont assez prévisibles, etc., ça a un intérêt en soi. Et ça a un intérêt même pour des acteurs traditionnels aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'institutions qui viennent déposer, notamment sur le secteur nord-américain, assez peu en Europe, mais ça commence à se développer en Europe aussi, qui viennent apporter de la liquidité et prendre de la liquidité sur ce type de protocole. Et pourtant, ils sont dans le monde de la finance traditionnelle. Merci. Alors, je voulais tout d'abord remercier les trois orateurs, parce que c'est vraiment d'un très, très bon niveau ce que vous nous avez raconté, et je pense qu'on a appris beaucoup de choses. J'aurais deux questions. Une plutôt, la première, plutôt pour Hubert. J'aurais voulu revenir, elle est plus juridique, sur le problème de la qualification de ces tokens de gouvernance. Je vous ai dit qu'en fait, les gens qui viennent de la finance vont plutôt essayer de créer des sociétés. Et ceux qui sont, et c'est à mon avis la majorité des gens qui travaillent dans ce milieu, viennent plutôt de l'informatique, ou je ne sais pas comment on doit appeler ce milieu, data scientist ou autre. La première approche, quand on crée une société, en fin de compte, on va se retrouver dans un système classique. Et donc, j'ai envie de dire quel est l'intérêt de la chose, à part le fait qu'on échange des cryptos. Mais là, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Et je pense que la grande nouveauté, c'est plutôt le fait que les gens vont avoir directement, plutôt vouloir travailler avec leur adresse blockchain et définir une succession d'adresses blockchain. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ce sujet qui me semble être quand même un peu le cœur du statut juridique de ces problèmes? Ça, c'est la première question. Et la deuxième est plutôt relative au problème du risque. Alors, on peut en reparler après parce que je pense que ça concerne l'ensemble des orateurs. Et moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, d'abord, comment dire, les propos sociologiques que j'ai donnés n'engagent que moi, si je puis dire. C'est-à-dire que je ne sais pas si d'autres ont la même perception, et ce n'est pas les quelques clients que j'ai qui font sans doute une règle absolue. Non, en fait, pour être même plus précis, c'est une question toute bête au départ. Des gens, ils ont des idées sur un protocole, ils ont plus qu'une idée, et peut-être que Marc nous racontera son histoire. Ils disent, bon, ben, comment je fais j'ai besoin d'abord de lever des fonds pour payer pour développer mon protocole et pour payer tout ce monde-là. Comment je fais? Et donc, généralement, ceux qui viennent du monde de la technologie ne sont pas très au fait des techniques de levée de fonds classiques du monde du venture capital. Et voilà, donc certains, pour tout un tas de raisons, arrivent à faire le développement sans avoir besoin de faire de levée de fonds capitalistique. D'autres n'y arrivent pas et ont besoin de levée de fonds capitalistique auprès de business angels ou autres, etc. Et là se pose immédiatement la question de la création d'une société, même si certains business angels acceptent parfaitement de recevoir en rémunération des tokens de gouvernance contre du financement. Donc ça, mon premier axe de réflexion, c'est il faut financer le développement. Comment je le finance? Donc certains passent par une structure société. Une autre réflexion, c'est ma gouvernance, et Marc a donné la réponse pour lui, est-ce qu'elle est totalement décentralisée ou est-ce que les fondateurs gardent le contrôle de la gouvernance? Et les fondateurs, dans ce cas-là, s'ils gardent le contrôle, il faut mieux quelque part la mettre dans
l'encapsuler dans une structure associative, société ou autre. Encore un autre aspect, c'est les revenus qui sont tirés des tokens de gouvernance. Certains préfèrent les toucher directement sur leur adresse personnelle, d'autres préfèrent que pour tout un tas de raisons, ça passe par une structure, quitte à payer de l'impôt dessus, etc. Il y a plein d'éléments qui font que le choix société, pas société, il n'est pas blanc-noir, il n'est pas je veux être régulé, je veux pas être régulé. Il dépend de la maturité du projet, du profil des gens, de la manière dont ils vont voir leur projet se développer. Et on passe souvent beaucoup de temps, ne serait-ce là-dessus, avec eux, c'est de leur dire, mais il n'y a pas de bonne réponse. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre projet? On n'est pas dans une levée de fonds classique. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds à la question, parce que finalement, la réponse, c'est de dire que ce n'est pas blanc-noir. Ça dépend de chaque projet, chaque individu, chaque fondateur, et des moyens qu'ils ont et de ce qu'ils veulent faire avec, est-ce qu'ils veulent garder le contrôle, pas le contrôle, etc. Non, mais ça répond assez bien à ma question. En fait, on voit bien que c'est la limite du. On ne peut pas mettre en fait un chapeau pour tout. D'abord, c'est trop nouveau, donc on n'a pas toute la connaissance. Et pour les régulateurs, ils ne peuvent pas travailler avec l'idée, même si tout n'est pas défini. Par exemple, on n'a pas la définition exacte d'un token de gouvernance, justement parce qu'on a plein de projets différents. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire il faut totalement réfléchir. Alors, je dis au cas par cas, mais peut-être on verra. Enfin, essayer de se dire surtout qu'on ne peut pas mettre un chapeau global. Absolument pas. C'est bien l'approche de la SEC. Hein. J'avais commencé exprès comme ça, la SEC. Elle dit, mais c'est que du cas par cas en fonction des caractéristiques du système de gouvernance où on verra. Oui, c'est le côté pragmatique en fait des anglo-saxons. Voilà. Alors, si Christophe, tu me permets, j'avais une deuxième question, mais elle revient un petit peu sur des choses que vous avez déjà dites, mais j'aurais voulu. C'est sur le problème du risque. Bon, Marc, qui est très engagé dans sa société, nous a fait une présentation idyllique de la chose qui était vraiment très, très intéressante. Malgré tout, alors, est-ce que c'est Madame Michu, mais est-ce qu'il existe Monsieur Michu? C'est aussi la question que je me posais. Voilà, là, c'est Monsieur Michu qui se pose la question du risque associé. Et je voudrais revenir un peu aussi sur ce qu'a dit Olivier. Nous sommes bien d'accord que dès que l'on parle des plateformes et de finances décentralisées, on arrive tout le temps au fait qu'on a des protocoles. Et donc, si on a des protocoles, on a des algorithmes, on a des oracles, tout ce que vous voulez. Mais derrière, il y a des gens qui ont de fait écrit ces algorithmes. Donc, quand on dit un algorithme, ce n'est pas Aave, c'est l'algorithme, il y a quand même, de toute façon, un humain qui a été à l'origine de l'écriture de cet algorithme. Bon, ça, on n'en parle jamais. C'est une chose d'ailleurs qu'on voit quand on fait de l'AI, par ailleurs. Donc, je reviens un peu à cette problématique de l'écriture de l'algorithme dans lequel il peut très bien y avoir des erreurs. Et on fait tous des erreurs, sachant que là, c'est des produits financiers. Celui qui va coder n'est pas forcément un financier et le financier n'est pas forcément un codeur. Donc, c'est toujours la question des erreurs qui peuvent arriver. Pas forcément, il peut y avoir des bugs, mais il peut aussi y avoir des erreurs dans les contrats. Et comme je crois que c'est Olivier qui l'a rappelé, Marc nous a dit, plus un contrat est ancien, plus on va avoir de la sûreté sur ce contrat. Donc ça, c'est une chose sur laquelle je voulais qu'on peut-être revienne un peu. Mais j'aurais voulu y ajouter un deuxième point. Quand on écrit ce contrat, c'est une chose qu'on avait regardée avec Christophe il y a un an ou deux, il y a forcément derrière des blockchains différentes. Alors là, peut-être que vous allez me dire, en fait, on n'a que ETH, mais je ne pense pas qu'on a que ETH. Et donc la question, c'est qu'on peut avoir des blockchains plus ou moins sécurisées. Et est-ce que, ça on n'en parle pas trop, puisque chacun développe, enfin là par exemple, Marc, tu nous présentes ta plateforme, ce qui est bien, donc tu ne vas pas nous dire, tu vas de fait nous dire que c'est mieux ce que fait notre blockchain. En revanche, il est intéressant quand même pour le monsieur Michu qui va vouloir peut-être faire tourner, voir s'il peut gagner des sous avec ses $100, de se poser la question, pourquoi aller plutôt sur Aave
plutôt que sur une autre blockchain? Est-ce qu'il y a un comparatif pour peut-être des produits comparables de sécurité des blockchains? Bon, je ne sais pas, peut-être que Christophe aussi, tu as une idée là-dessus, si tu as regardé au-delà de ce qu'on avait écrit. Mais Marc, voilà, je ne sais pas, ou Hubert, si vous avez des idées sur la question. C'est assez large, mais Christophe, si tu veux répondre en premier. Attends, j'ai un problème d'AirPod. Non, mais Ah, vas-y, je te laisse. d'accord. Alors, bon, c'est assez large. Donc, il y a plusieurs éléments de réponse. Toutes mes excuses si je ne couvre pas l'ensemble des éléments du premier coup. Euh, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'autocontrôle dans l'écosystème. J'utiliserai ce terme-là. Je fais un peu attention au terme. Je pense que vous avez bien compris que mon milieu, c'est la technique et pas forcément la régulation. Donc, si j'utilise parfois des termes qui vous feront sauter de votre fauteuil, toutes mes excuses, c'est toute la naïveté et l'incompétence, chacun son métier. Euh, Première chose. Il y a beaucoup d'autocontrôle dans l'écosystème et oui, il existe différentes plateformes qui sont indépendantes, qui vont aller vérifier la sécurité des contrats. Il y a des firmes, donc des sociétés. D'ailleurs, le protocole AV n'est pas une société. Je tiens et je le réaffirme et je continue. C'est un ensemble de smart contracts sur la blockchain Ethereum. Et donc, mais par contre, il y a des sociétés qui sont des firmes d'audit. Et donc, il existe des firmes d'audit dans le monde traditionnel, dans le monde de la finance. Dans le monde de la finance décentralisée, il va y avoir des audits de différentes formes. Premièrement, des audits techniques. Par exemple, le protocole AV a subi différents audits indépendants de sociétés différentes sur le code des smart contracts d'AV pour aller vérifier, parce que plusieurs perdus valent mieux qu'une seule, et vérifier qu'il n'y avait pas des soucis sur le code. Est-ce que ça garantit qu'il n'y a pas de soucis? Absolument pas. C'est simplement, ça renforce ou pas la confiance. Qui paye ces audits? Ça coûte extrêmement cher. Et la réponse, c'est que pour l'instant, c'est l'AV Genesis Team, parce qu'il y a eu une levée de fonds en 2017 et du coup, il y a des fonds qui sont déployés pour ça. La réponse, si vous me reposez la question dans 6 mois, très probablement, je dirais le protocole AV lui-même, puisque le protocole AV génère dans le fee collector des fonds, et ces fonds, une communauté peut avoir l'envie de se dire la sécurité c'est important, et donc de débloquer un budget à des firmes d'audit pour surveiller le code, et là on sera dans une décentralisation parfaite. Et je pense que l'écosystème va dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment on vérifie la sécurité des blockchains entre elles, des protocoles, etc., de manière indépendante. Parce que forcément, si on demande à Campand est-ce que Campand est sécurisé, la réponse est oui. Si vous me demandez est-ce que AV est sécurisé, je vous répondrai que on a fait tout ce qui est humainement possible pour que ce soit le cas, et en fait, on le dit de bonne foi. Mais c'est toujours mieux de l'entendre dire de quelqu'un qui est indépendant et qui typiquement n'est pas payé par AV pour le dire. Ça, c'est plutôt des choses qui sont importantes. Et du coup, il y a Consensus, qui est un acteur assez connu de l'écosystème, qui a Codefy, qui fait du scoring de smart contract, qui va donner des notes à différents protocoles. On a DeFi Safety, qui est un groupe indépendant qui va aussi analyser, donner des notes aux protocoles. Et il y a tout un tas de choses qui existent aujourd'hui, qui sont générées par qui? Comme j'ai dit, c'est beaucoup d'autocontrôle. Il n'y a pas d'autorité centrale ou régulée qui a un peu une valeur de référence là-dessus. C'est de l'autocontrôle parce que l'écosystème est jeune. Je pense que c'est aussi un rôle peut-être un jour des régulateurs de dire, bon, euh, il va falloir vous organiser pour avoir une référence, etc., comme il existe dans la finance traditionnelle avec les agences de notation, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, chacun son avis. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Euh, on reste dans un écosystème qui est jeune. On reste sur beaucoup de volonté, d'autocontrôle, de volonté de l'écosystème de faire les choses bien et de les faire de manière sérieuse. Mais ça reste jeune. Et c'est amené à évoluer. Peut-être pour compléter, en fait, ce que l'on sait aujourd'hui dans le monde de l'open source, c'est que les développements open source sont beaucoup plus sécurisés que les développements propriétaires. Parce que justement, tout le monde les regarde et tout le monde
a envie d'y contribuer, a envie éventuellement de participer lorsque il constate qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Et l'ensemble des participants de cette table ronde, que ce soit dans le public ou dans les présentateurs, utilisent de la technologie open source aujourd'hui. Ça reste le socle, le middleware de la plupart des choses qu'on utilise. Il y a à un moment des développeurs qui ont fait du code libre et auditable et qui étaient tellement performants que les sociétés, donc là pour le coup des structures, ont décidé d'incorporer ces lignes de code dans leurs produits. Si vous avez un téléphone portable, il y a de l'open source dedans. Même si ça s'appelle Apple, même si ça s'appelle Android, etc. Il y a de l'open source dedans. Et c'est le cas absolument dans tous les domaines de l'informatique aujourd'hui. Merci Marc pour la réponse. J'avais une question, si vous y dire, le fait que tout soit développé, enfin, beaucoup de choses soient développées à partir de ETH ou par des sidechains sur ETH. Est-ce que c'est pas un problème à terme? Alors, la première chose, c'est que c'est un état de fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 99% de la finance décentralisée se base sur la technologie Ethereum. Ça ne veut pas dire que ça se base sur la blockchain Ethereum, parce que pour des raisons de frais de transaction, etc., il y a une grande partie de la finance décentralisée. Décentralisée est un mot polémique sur cette question, sur la Binance Smart Chain, parce que si la blockchain est peu décentralisée, est-ce que la finance peut être décentralisée, même si le protocole l'est? Ça, c'est quasiment de la philosophie et de la technique, et chacun peut se faire sa propre opinion là-dessus. Mais la Binance Smart Chain utilise la technologie Ethereum. Polygon, qu'on a évoqué un petit peu, utilise la technologie Ethereum, etc., etc. On pourrait en citer d'autres, il y en a plein. Mais tous utilisent ce qu'on appelle EVM, Ethereum Virtual Machine, qui est un peu la structure, l'architecture qui a été développée par Ethereum. Et si aujourd'hui Ethereum est le standard, c'est parce que c'est le standard aussi des développeurs. C'est-à-dire les développeurs, aujourd'hui 99% des développeurs blockchain sont des développeurs Ethereum. N'en déplaise à certains autres projets. Il y a d'autres blockchains qui utilisent d'autres langages de programmation. Ils ont des développeurs, ils ont un écosystème, mais aujourd'hui, ça représente qu'une goutte d'eau par rapport aux autres. Tout comme dans le monde de l'informatique, une grande partie des systèmes informatiques viennent du monde de Linux. Alors là, je fais énormément de généralisation, hein, il y a plein de choses autour de ça, mais il y a beaucoup de Linux, en tout cas de choses qui sont proches de ça, qui sont dans le monde de l'informatique, parce que c'est un standard. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça, c'est plus une question philosophique pour moi. Mais ce qui est l'intérêt d'avoir un standard, c'est d'avoir beaucoup de compétences et de gens aptes à utiliser ce standard. Voilà. C'est ma seule opinion là-dessus. C'est la question d'Olivier, je pense, dans le chat. Est-ce qu'il y a une compétition de standards? Il y a des compétiteurs, mais comme tu le disais, Marc, aujourd'hui, l'essentiel des développeurs et l'essentiel des développements se font sur Ethereum. Donc, Mais en même temps, si on avait demandé à France Télécom, à ces gens qui font Internet, ils vous auraient répondu 99,9% des gens utilisent le réseau Minitel. On n'est pas très inquiet de ces gens qui font un truc étrange qui s'appelle Internet. Donc bien sûr, la technologie est vouée à évoluer. Le standard aujourd'hui, c'est Ethereum. Et ça, c'est un état de fait. Mais bien malin celui qui peut prédire dans 5 ans quelle sera la situation. oui. Et peut-être pour compléter ma question, puisque je crois que c'est toi, Christophe, qui parlais de la scalabilité, tu as dit Ethereum va résoudre ce problème, et puis après, finalement, tu as plutôt parlé de Binance, c'est ça? De qui as-tu En parlé? fait, Oui, en fait, de Binance Smart Chain. Donc c'est là, est-ce ça. qu'il n'y a pas un enjeu de compétition qui est encore devant nous? C'est la même technologie. C'est-à-dire c'est Oui, différentes applications, mais c'est la même technologie. La Binance Smart Chain, c'est la technologie Ethereum. Ce n'est pas la blockchain Ethereum, mais c'est la technologie Ethereum. Mais moins décentralisé, c'est ce que j'ai retenu. Oui. c'est ça. En fait, l'intelligence de Binance, c'est de ne pas avoir voulu recréer son propre système de smart contract avec son propre langage et d'avoir repris en fait Ethereum parce que c'est sur Ethereum que les gens développent. Donc, ils se sont dit ce sera beaucoup plus facile pour les gens de venir chez nous que de devoir tout reprendre à zéro. Et ils ont eu raison. Il y a pas mal de smart contracts qui ont été du coup dupliqués sur la Binance Smart Chain pour éviter les frais d'Ethereum.
Mais l'inconvénient de la centralisation de de Binance, je pense, fait que lorsque on aura décongestionné Ethereum, on aura un retour sur Ethereum. A priori, hein. Bon, je peux me tromper, mais Il y a Pardon. Mana qui peut le prédire. Bonjour, Oui. j'avais juste une question pour Marc. On voit qu'il y a, donc, dû au problème de scalabilité, il y a des zones d'embouteillage, il y a de plus en plus de projets qui vont se développer donc, sur les layers 2 et sidechain. Et à la fois, on a Ethereum 2.0 qui se développe pour aussi régler ces problèmes de scalabilité. Comment est-ce que tu vois les choses s'organiser? Est-ce qu'on va garder des projets sur le layer 1, certains sur le layer 2 en attendant que Ethereum 2.0 et le sharding se développe, ou est-ce que finalement on va garder de layer 1, layer 2 et Ethereum 2.0? Est-ce que tout va basculer à un moment donné sur Ethereum 2.0 quand ça sera prêt? Alors, déjà, difficile de prédire l'avenir, mais c'est une très bonne question. Merci Laetitia. Euh, la- Moi, j'ai envie de donner un peu un exemple qui va parler à plus de gens, parce que dès qu'on commence à parler de choses techniques, on en perd les trois quarts, et c'est légitime, parce que c'est passionnant pour moi, mais j'ai bien conscience que c'est pas Pour moi passionnant pour tout le aussi. monde. Mais voilà, beaucoup de gens se disent, y avoir différentes applications de Layer 2. Donc, je vous ai montré Polygon, j'aurais pu vous montrer Optimism, Arbitrum, etc., etc. Il existe de nombreuses solutions différentes, nombreux standards différents. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus, puisqu'il s'agit juste de questions techniques. Comment créer des ponts entre ces technologies et faire en sorte que les liquidités puissent évoluer entre ces technologies. Comment créer de la compensation entre ces différents flux et niveaux où il y a de la liquidité, etc. Et comment que ce soit facile pour les utilisateurs. Ça, c'est des questions d'ingénieur. Et le métier d'un ingénieur, c'est de faire en sorte qu'on ne voit pas qu'il y ait des câbles qui traînent partout, et que ça fonctionne de manière sans qu'on se pose la question. Une technologie suffisamment avancée devient invisible. En tout cas, c'est le but. Et on va se retrouver dans la même situation. Aujourd'hui, j'ai une carte bleue Visa dans une banque traditionnelle, disons la Société Générale. Quand j'achète ma baguette de pain en sans contact en utilisant Google Pay, à ma boulangère qui elle-même a un terminal de paiement chez tel prestataire et son compte au Crédit Agricole, on me dit pas non, vous pouvez pas payer parce que vous avez des euros Google qui sont déposés sur des euros LCL, et ma boulangère, elle reçoit que des euros Société Générale. Ça ne marche pas comme ça. C'est aujourd'hui, il y a tout un système, il y a tout un réseau de paiement Visa, Mastercard, etc., qui va les communiquer avec des banques secondaires, banques commerciales, qui elles-mêmes vont communiquer et se faire des compensations avec différents niveaux. Je pense que dans l'audience, il y a des gens bien plus experts que moi sur ces questions-là, dont c'est le métier. Et ça fonctionne. Moi, en tant qu'utilisateur, j'ai tapé mon portable sur un terminal de paiement et ça a été payé. Et en fait, c'est comme ça que ça va fonctionner. Il va y avoir plein de solutions. Il va y avoir des protocoles sur certains niveaux de scalabilité, d'autres qui vont être sur Ethereum 2, d'autres qui vont être sur Polygon, etc. Et il va y avoir simplement une structure et une infrastructure qui va faire en sorte que ça fonctionne entre eux, qu'il y ait des compensations qui soient faites. Et ça, c'est des questions techniques et de market making, donc de marché aussi, de compensation, d'arbitrage, etc. Mais l'utilisateur, il s'en rendra pas compte. En tout cas, c'est ma vision des choses en tant qu'acteur de l'écosystème et de personnes qui déploient ces solutions-là. Aujourd'hui, si je veux aller sur la plateforme de marché centralisée la plus connue, qui s'appelle Binance, et que j'ai des fonds sur AV chez Polygon, parce que j'ai emprunté des USDT sur AV Polygon. Pour le faire, je vais prendre un bridge qui existe aujourd'hui, qui va emmener mes fonds de Polygon vers la blockchain BSC. Ce bridge va me prendre 3 secondes à utiliser le temps de compensation et va me coûter moins d'un centime. Mes USDT seront sur BSC, je les déposerai de la blockchain BSC à mon adresse Binance. Ça va me prendre 3 secondes et ça va me coûter environ 5 centimes. C'est les prix actuels.
Et bien sûr, que je fasse ça pour 100 dollars ou pour 10 millions de dollars, ce sera la même chose. Et mes fonds seront crédités à peu près 10 minutes plus tard sur mon compte Binance que je pourrais utiliser pour acheter n'importe quel actif sur Binance. Ou convertir en euros et les envoyer sur mon compte en banque en un jour ou 2 jours ouvrés. Et ça existe déjà aujourd'hui. Et en fait, ce qui va arriver dans le futur, c'est que ça va être de plus en plus simple et de plus en plus invisible pour l'utilisateur. Merci. Alors, je refais un petit point dans le chat. On parle de trading bots, de miner extracted value. Alors j'ai vu les questions de Bruno et Oui. j'y ai pas répondu parce que je pense qu'on va perdre tout le monde. Par contre, Bruno, c'est des questions qui sont hyper importantes, hyper intéressantes. Je t'invite, si tu as la plateforme Telegram, à rejoindre Défi France, Défi francophone. C'est la communauté des acteurs de la défi où tu vas retrouver des ingénieurs, des porteurs de projets, etc. Et tu pourras parler et satisfaire ton envie de comprendre des choses d'un point de vue un petit peu plus technique, un peu plus proche de la machine. Euh, à mon avis, c'est le bon endroit pour toi. Donc, avec plaisir, on t'accueille. Est-ce que vous avez un testnet sur AAV? Oui, bien sûr. Moyen oui, j'en ai été sûr. Enfin, de faire du AAV sans le faire en vrai. Alors, c'est en vrai, c'est juste que ça Oui. n'a pas de valeur financière. Voilà, Mais c'est ça. Mais ça reste la même architecture, ça reste le même code, ça reste les mêmes interactions. C'est juste que, en fait, tout est un contrat social dans la finance. C'est presque pas trop polémique de dire ça, mais pourquoi un Ether ça vaut tant que ça? C'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter quand des gens veulent le vendre, et etc., etc. Et un testnet, en fait, c'est la même technologie, les mêmes actifs, sauf que là, le contrat social que ça a de la valeur n'existe pas, puisque les utilisateurs sont des développeurs et que personne n'est prêt à payer pour ces actifs, mais ça reste la même technologie. Donc c'est assez intéressant pourquoi les actifs sur le testnet n'ont aucune valeur financière, parce que le contrat social le dit. Et ça, c'est une réflexion un peu plus large sur la finance, je pense. Oui. Donc oui, ça existe. Bon, mais écoutez, oui, Christophe, je t'en prie, peut-être vas-y. une dernière question. Je vois en balayant un peu le chat, je vois au début, il y a deux questions qui se ressemblent un petit peu. Il y en avait une, c'était comment savoir si les voteurs ne sont pas les mêmes puisqu'absence de KYC, donc de connaissance d'identité des voteurs. Et un Oui. peu plus loin, une question concernant la communauté évoquée. Qui est-elle? Qui la compose? N'existe-t-il pas de risque de concentration entre quelques acteurs? Alors, tu en avais parlé un petit peu au début. Oui. Mais sur Oui, cette question de l'identité, de la composition de la communauté, est-ce qu'il y a des études, des indicateurs, des données qui permettent un peu de retracer cette communauté? Je sais qu'on en avait un peu parlé dans le webinaire gouvernance, mais là, comme on a d'autres participants, une autre table ronde, je suis preneur d'un point de vue sur ça. C'est pas tout le monde, la communauté. Alors, tu peux donner... Christophe? Vas-y, vas-y, Ok. vas-y. Alors, ça, c'est un terme technique. Ça s'appelle une attaque civile. Donc, voilà, c'est le terme technique, c'est d'une attaque civile. C'est sur Internet et lorsqu'il n'y a pas de moyen d'identification fort, en tout cas régulé ou par rapport à des choses qui sont difficiles à prouver, qu'on est une personne unique, on peut, sur la blockchain, être 1 million d'adresses si on a envie. Et ça, c'est une réalité. Rien ne peut garantir à 100% que les 50 adresses ou les 100 adresses ou les 10 000 adresses qui vont participer à un vote sur un protocole ne sont pas en fait deux personnes dans un appartement au fin fond de l'Europe de l'Est. C'est quelque chose qui est important. Après, du coup, la mitigation de ça, donc comment on se prémunit et on se pose la question, c'est que déjà, il n'y a pas d'intérêt de voter avec différentes adresses puisque un jeton va être une voix. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la démocratie, un système républicain où il va y avoir une personne, une voix. On est sur un système qui est assez proche au final de ce qui se passe dans la plupart du monde des entités. C'est-à-dire que, a priori, je peux dans mon PEA acheter une action LVMH, mais je n'aurai pas tout de suite un siège qui me sera réservé au conseil d'administration
Généralement, c'est pas une seule action qui fera ça. Là, on parle pas d'action, on parle de token de gouvernance, c'est bien différent. C'est pas du tout le même champ d'application, mais voilà, c'est un peu le même principe. Donc, si j'ai 10 000 tokens de gouvernance, avoir 10 000 adresses avec un token ou une adresse avec 10 000 tokens, c'est exactement la même chose. Or, il y a des frais de transaction, donc j'aurais plutôt tendance à concentrer mon pouvoir de vote dans la même adresse. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui se passe actuellement, pourquoi, par exemple, le dernier vote a eu 55 adresses participantes. 55, c'est relativement peu, sachant qu'il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs d'AV. Déjà, voter, bah, ça coûte de l'argent. Ça, c'est un concept qui est assez nouveau pour la plupart des gens, mais voter, c'est une opération sur la blockchain. Et une opération sur la blockchain, ça coûte des frais de transaction. Donc il y a plein de gens qui se disent je n'ai pas des fonds suffisants pour faire pencher dans la balance à droite ou à gauche, donc je vais m'abstenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le système d'AV, dans la plupart des systèmes de finances décentralisées, de gouvernance, il y a ce qu'on appelle de la délégation de vote. On peut donner de manière décentralisée un pouvoir de vote, donc on garde pleine possession de ce token de gouvernance. Par contre, le pouvoir de vote de ces tokens de gouvernance peuvent être délégués à un représentant qui sera un tiers parti. Et en fait, il y a de plus en plus dans ces communautés, parce que c'est quand même assez complexe. On parlait de Monsieur Martin et de Madame Michou, ou de Monsieur Michou. C'est vrai que c'est assez complexe toutes ces questions de paramètres de risque, etc. Il faut quand même être assez impliqué dans les choses pour ne serait-ce qu'y comprendre quelque chose. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont aller déléguer à leurs représentants. Donc il y a un peu une politique dans les protocoles de la finance décentralisée. Ça se voit dans les groupes de discussion qui sont dédiés où bah, il va y avoir des représentants, parfois des représentants territoriaux. Hein. Il y a plusieurs, il y a un individu que j'ai en tête qui utilise le pseudo Didi Moon, qui est l'un des plus grands représentants de la communauté française, et donc qui a un pouvoir, qui lui-même n'a pas un capital très élevé. C'est pas quelqu'un qui a énormément de fonds à titre personnel, mais par contre, il est très actif dans différents protocoles de gouvernance, et du coup, il a un pouvoir de vote qui est extrêmement élevé. Comme ces tokens de gouvernance ont parfois une valeur, même s'il a un capital de quelques milliers d'euros, ben, il a un pouvoir de vote, c'est comme s'il avait un capital de plusieurs millions d'euros. Et c'est quand même des choses qui sont faites comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est fortement impliquée dans la communauté, qui participe aux discussions, etc. Et donc, il y a plutôt cette vision-là de la concentration, elle se trouve dans un système qu'on pourrait penser comme une démocratie liquide. C'est-à-dire, on n'est pas sur une démocratie représentative un peu à mandat comme on a l'habitude. On va voter pour quelqu'un et puis pendant quelques années, il est tranquille, il fait ce qu'il veut jusqu'à la prochaine élection où il a intérêt à écouter un peu ce qu'on lui dit pour se faire réélire. Là, on est sur une démocratie liquide où telle personne est active. Bon, bah d'accord, je trouve que cette personne est plutôt pas mal. Elle intervient de manière précise. Je lui délègue mes pouvoirs de vote. Et puis, si je vois que finalement, comme tous les votes sont auditables, vu que ces personnes sont identifiées, leurs adresses sont identifiées, même si c'est des personnes pseudonymes, mais enfin, en tout cas, leurs actions sont identifiées, et bien, si on se rend compte que ces actions, elles sont plus en accord avec sa vision du monde, on peut, en un seul clic, en une seule transaction, retirer ce pouvoir de vote. Donc il y a un peu ce contrôle-là qui arrive. Donc on est un peu dans cette situation actuelle sur la gouvernance des protocoles décentralisés, où on a des super représentants, entre guillemets, dans la plupart des protocoles. J'ai évoqué un français, la plupart, il faut l'avouer, sont présents dans le territoire nord-américain. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui se développe assez violemment. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a des universités, il y a le monde académique qui commence à rentrer dans la gouvernance des protocoles décentralisés. Dans le francophone, il y a HEC Québec, qui a maintenant un représentant chez AV et Uniswap. Il y a l'université de Brown qui est très active. La plus active, et c'est quasiment un lobby à eux tout seuls, c'est l'université de Berkeley, qui ont un groupe qui s'appelle Blockchain at Berkeley. Et on a de plus en plus ce type d'acteurs. Donc c'est des étudiants, donc c'est pas forcément des gens qui ont un capital énorme à la base. Par contre, ils ont du pouvoir de délégation qui leur donne un pouvoir de vote assez important. On déplore, et peut-être que cette réunion sera l'étincelle qui créera ça, que par exemple Paris 1 n'a pas de représentant chez AV actuellement.